Toujours à votre disposition, mesdames et messieurs, pour vous mettre à la page de l'actualité à travers le pays. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus approfondir la question en rapport avec le changement ou la révision de la Constitution du février 2006. Au sein de l'opposition congolaise, il y a une sorte de coalition qui va devoir le jour cette semaine à travers une conférence de presse. La coalition est constituée de Martin Fayou, Jean-Marc Kabound. Il y a Seth Kipuni, il y a Franck Diongo et Matata Pognon, et j'en passe des meilleurs. Alors, comment comprendre cette coalition face à la dynamique mise sur pied par le régime en place pour le changement de la Constitution? Pour en parler, nous avons associé à ces niveaux de discussion M. Dominique Kadisha, qui est l'un des communicateurs de l'Union sacrée dans la province du Haut-Katanga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Nous sommes là pour répondre à un devoir républicain. Oui, nous sommes là pour un débat républicain. Comment vous avez trouvé la coalition 64 de l'opposition qui veut faire usage de l'article 64 de la Constitution qui stipule qu'il faut faire échec à un groupe d'individus qui s'adonnent à gérer par défi ou bien en violation des textes légaux plutôt qui régissent la République démocratique du Congo, avec à la tête Matata Pognon, Moïse Katumbi, ainsi de suite. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il est très important que nous puissions indiquer une chose. Lorsqu'on gère, nous avons comme boussole les lois, les accords, le règlement. Tout ça, ça concourt à une bonne gestion de la chose publique. Et si d'emblée, parler d'une tentative de violation de quelques dispositions constitutionnelles, en tout cas, moi, je m'inscris en faux parce que ce régime, c'est un régime qui prône l'état de droit, qui prône l'état de droit. Qui dit l'état de droit, c'est le respect des instruments qui composent ce que nous appelons les lois, les règlements, tout ça. Donc, c'est le respect de ces instruments-là. Et l'opposition en tant que telle s'organise autour de l'article 64. On ne peut pas les refuser. C'est une bonne démarche. Mais nous, du pouvoir, nous trouvons que nous sommes à l'aise. Pourquoi? Parce que il manque à faire. Vous allez constater qu'il y a de cela 2 ans et une année, je dirais même 3 ans, qu'on ne sent plus l'opposition dans notre République. Et ça, c'est clair, ils étaient maudits par le Sphinx, Etienne Tshisekedi, de son vivant. Il était clair, il avait dit, une fois l'IDPS au pouvoir, on ne parlerait plus de l'opposition et même cette constitution sera revue. Donc voilà, nous sommes en train de voir comment est-ce que le président en fonction, il est en train de faire respecter les paroles dites par son père à l'époque. Bien sûr, son père politique, son père idéologique. Il avait dit, une fois l'IDPS au pouvoir, il aura lieu de revoir, de réviser, de révisiter même tout cet arsenal de dispositions ou bien de loi fondamentale. Donc tout ça, moi je pense que l'opposition est en train de chercher maintenant comment s'organiser autour de l'article 164. Mais d'ailleurs, si vous entrez en profondeur en scrutant l'article 64, l'article 64 est en train de protéger beaucoup plus le pouvoir. Parce que lorsque vous lisez l'article 74, l'alinéa, je pense l'alinéa D, je vais lire, Oui. On vous dit, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Ici, l'État est protégé, le régime est protégé, le pouvoir est protégé. Pour, peut-être, je ne sais pas, leur façon de voir des choses. Celui, ou bien, bon voilà, celui qui a la possibilité ou ce pouvoir
ou la capacité de changer un régime, ce n'est que le peuple via les élections. Donc, dès lors qu'il n'y a pas d'élection, tu ne peux pas changer un régime, tu ne peux pas changer un pouvoir. Tu sais que Dieu aux affaires, non pas parce qu'il a été aimé, non, c'est parce qu'il a été élu. Il est élu par le peuple. C'est ce même peuple-là, autant important, il va encore décider, via, bien sûr, par les élections, de faire un choix sur une autre personne qui peut voir aussi comment diriger ce pays. À l'instant ici, nous disons, c'est lui qui peut changer ce pouvoir en place. Ce n'est que le peuple. Et que nous connaissons tous, le peuple aussi, c'est à travers les élections qu'ils arrivent à changer ce pouvoir. Donc c'est un peu ça. Donc vous n'aviez pas peur de voir l'opposition converger autour des grands esprits comme Augustin Matata Pognon, Moïse Katumbi, Jean-Claude Vemba, Seth Kikouni et consorts, parce qu'ils ont même projeté des manifestations de grande envergure à travers les pays. Et ne voyez-vous pas que ça sera un échec total, même s'il advenait qu'il y a le référendum qui serait déjà programmé? La manifestation, c'est un droit constitutionnel. Nous prenons l'état de droit. Nous, on ne peut jamais refuser un sujet congolais à une association de manifester. On ne peut jamais refuser. On ne peut jamais refuser. Mais manifester pour troubler l'ordre public, là, il y a un problème. Parce que lorsque ces opposants que vous venez de citer là, Katumbi, Matata Pognon, Kabound, tous ces gens-là, vous sentez réellement qu'il n'y a pas une opposition. Ce sont de... quel est le mot que nous pouvons utiliser à la place de l'opposition? Bon, c'est un club d'amis. C'est vraiment un club d'amis. Ils se sont dit quand même, pour que nous ne puissions pas disparaître sur la scène politique, organisons-nous quand même pour essayer un peu de faire quelque chose. Vous voyez un peu? Vraiment, c'est un club d'amis. Katumbi en dehors, il est en dehors du pays. Matata en dehors du pays. Si c'est l'autre que vous avez cité là, Kabound, il est Kinshasa en perte de vitesse. Martin Fayoulou en perte de vitesse. Vous sentez que l'opposition en RDC, vraiment comme je l'ai dit là, le malheur, cette opposition a été réellement maudite par le Sphinx. Ce qui fait que c'est difficile que l'opposition puisse s'organiser. S'organiser autour de l'article 64, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que nous avons des institutions bien établies. On n'a pas une institution qui pose problème à ce stade ici. Le chef de l'État, il est en train d'exécuter son mandat. Le gouvernement sont en train aussi de travailler. Le Parlement sont en train aussi de travailler. Moi, je ne vois pas en quoi, sur quel canal, par quel bateau magique, ils peuvent attaquer les institutions en disant que non, ce sont les institutions qui ne sont pas établies selon les normes. En tout cas, là, je ne sais pas, ils vont s'opposer, ils vont brandir l'article 64, sur quelle base, sur quelle matière, ils vont développer quelle matière dans cet article. En tout cas, nous sommes en train de constater comment est-ce qu'un conglomérat des aventuriers, ils se mettent ensemble pour nous distraire. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous n'aviez pas aussi la crainte de voir l'Église catholique s'associer aussi à cette même coalition 64 parce que nous avons vu le cardinal Fridolin Ambongo de l'Église catholique romaine qui a également annoncé une série de manifestations dans la rue, bien évidemment, comme ça a été le cas en 2016 pour faire pression à Joseph Kabila, appuyer bagage et ne plus briguer un troisième mandat. Il y a crainte que ça puisse se répéter encore. Monsieur le journaliste, nous devons être réfléchis un moment. Si il faut que, bon, le débat, nous le connaissons tous, sur la révision de la Constitution ou le changement de la Constitution, parlons de la révision. Est-ce que la loi fondamentale elle-même, elle ne prévoit pas ce moyen de sa révision?
L'article 218 est clair. Lorsque le régime en place s'organise pour réviser certaines dispositions constitutionnelles ou carrément le changer, moi je pense qu'il n'y a pas l'intention même de violer la Constitution. Il n'y a pas l'intention là. Parce que chaque pouvoir, nous l'avons constaté depuis 1960, notre loi fondamentale a été retouchée maintes fois. Je peux vous dire que la récente retouche, c'est avec Joseph Kabila. Là où nous étions aux élections des 2 tours, maintenant nous sommes aux élections à 1 tour. Et l'opposition existait. Mais on ne peut pas refuser à un régime responsable comme ce régime de faire respirer certaines dispositions constitutionnelles. En l'occurrence, l'article 218 qui donne lieu à tout Congolais de se prononcer à travers une pétition pour procéder à une révision. Et pour ça, est-ce qu'il faut que quelques personnalités en mal de positionnement puissent s'organiser pour empêcher un devoir civique constitutionnel? Moi, je pense, l'Église catholique, nous avons encore cette confiance à cette Église-là. Et d'ailleurs, ici, je suis très mal à l'aise de parler de l'Église, mais certaines personnalités de cette Église catholique, au lieu de nous prêcher la parole, sont en train de nous amener dans un débat eux-mêmes qui ne savent pas bien maîtriser. Ici, je préfère être très clair. Tout ce qui va s'organiser, l'instant là, tout ce qui va s'organiser, nous sentons réellement que c'est une tentative de déstabilisation du régime des institutions légalement établies. Il veut seulement déstabiliser la République. Or, le pouvoir ne peut pas céder à cela et ils verront sur leur chemin l'autorité de l'État sera en face d'eux et vous allez voir que jusqu'à ce stade, notre souci, c'est de réfléchir comment doter la paix à l'Est, comment donner à manger au peuple congolais, comment répondre aux besoins cruciaux même de Congolais et non d'être distrait par des gens qui savent la vérité, mais ils s'arrangent seulement pour troubler l'ordre public. Alors, pourquoi seulement changer la Constitution à quelques mois seulement de la fin du 2e mandat et le dernier de l'actuel chef de l'État? Pourquoi seulement maintenant? Parce que ça sent déjà le 3e mandat, les intentions d'avoir un 3e mandat, ce qui n'est pas prévu par la loi fondamentale qui est la Constitution elle-même. Le salut de la population, c'est la loi suprême. Donc, si nous, peuple congolais, avec les réalités que nous sommes en train de vivre dans notre République, nous sentons que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, doit rester aux affaires pour résoudre des problèmes qu'il y a 30 ans qu'on n'a pas su donner une réponse. Il faut qu'il reste là, il va rester. Ici, c'est notre vie. Ici, ce n'est pas un problème de mandat. Ici, c'est notre vie. Est-ce qu'à ce stade, le président de la République nous rassure quand même qu'il va réorganiser tous ces 145 territoires? Est-ce que le chef de l'État, nous sentons en lui ces soucis-là de sauvegarder l'intégrité nationale? Si oui, c'est qu'il reste d'abord là, et nous, peuple, nous nous engageons à l'imposer qu'il reste d'abord. Parce que, à ce stade, chercher encore à donner des béquilles à Kagame, nous disons non. C'est pourquoi Tshisekedi doit d'abord rester là-bas. Le pourquoi seulement ce moment. Mais est-ce que vous avez lu la Constitution? La Constitution dit
Vous ne pouvez pas décréter, vous ne pouvez pas organiser, je ne sais pas, une révision, bien un changement, tout ça, à la veille, ou bien lorsque le pays est dans un état de guerre. Là, on ne peut pas oser. Lorsque nous sommes là, au niveau du sommet, nous sommes dans une situation d'une vacance présidentielle. Là aussi, on ne peut pas toucher. Mais nous sommes dans un temps ordinaire. Nous sommes dans un temps ordinaire. Mais nous sommes dans un état de guerre parce qu'à l'est des agglomérations importantes, notamment les Bukavu et la ville de Goma, sont sous contrôle de la Constitution parle de l'état de guerre décrété au niveau national. Là, je veux seulement faire comprendre que nous sommes dans un temps normal, ce que j'appelle ici dans un temps ordinaire. Nous ne sommes pas pendant l'état de guerre, quand bien même nous avons le chef de l'État, ou le chef de l'État, bien sûr, avait décrété l'état de siège dans deux provinces de la République. Cela ne donne pas lieu de dire carrément que nous sommes dans un état de guerre. Non, sur 26 provinces, nous n'avons que 2 provinces qui posent problème. Donc, les institutions travaillent normalement et tout coule normalement. S'il n'y a pas de question de chercher à freiner l'action que nous trouvons vraiment, c'est une action salvatrice, de bloquer notre avenir pour nous présenter des arguments du genre où on ne peut pas réviser parce que. Même à l'époque où nous sommes en 2011, en 2016, comme ça, 2011, je pense, lorsque Kabila révisité l'article, je ne sais pas, l'article 71, je pense l'article 71, c'est l'article 71, je pense. 71, oui, l'article 71 qui parle des élections à deux tours. On avait toujours cette histoire de l'Est, parce que la guerre là a duré au moins une trentaine d'années. Donc, nous sommes aussi dans notre période, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons rendre la RDC sur le plan fonctionnel, que ce soit réellement une république très organisée, efficace. La constitution que nous avons, c'est une constitution qui pose des lacunes. Je vous donne un exemple. J'ai autant de dispositions que je pouvais peut-être vous énumérer, mais faute de temps, je vous donne seulement un cas. Ok. Lorsque vous lisez la Constitution, d'abord, premier article, on ne sait pas nous dire nous avons quelle superficie. Rien. On ne sait pas. Si nous fonçons encore, vous allez voir que lorsqu'on vous dit le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable, à la fin, il reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu. Nous sommes dans un délai protocolaire, nous sommes dans un délai domestique, nous sommes dans un délai de rigueur. Voilà les trois délais. Mais on vous dit, le président de la République prend fonction après 10 jours. Après avoir publié les résultats, en dehors de 10 jours, on investit par prestation de serment. Maintenant, je vous convie à une réflexion. Imaginez dans les 10 jours protocolaires que nous devons attendre cette passation civilisée du flambeau et que le président élu décède. Le président élu meurt. Que dit la Constitution? Qui dit la Constitution? Parce que le président élu, il est en train d'attendre la prestation de serment pour qu'il prenne maintenant fonction. Là, on revient carrément à la Constitution qui dit qu'en cas de vacances, le président du Sénat assure les affaires. Vous voyez déjà, en cas de décès, c'est le président du Sénat qui assume quoi? L'intérim. Mais celui-là, le nouveau, il n'est pas encore président de la République parce qu'il n'est pas encore investi. Il n'est pas encore investi. L'article 75, le cas que vous soulevez, c'est l'article 75 qui parle de vacances présidentielles. C'est lorsque le président en fonction meurt ou il est frappé par un empêchement définitif. Dans ces cas-là, la Constitution est claire. Là, c'est le suppléant constitutionnel
qui est le président du Sénat. Mais ici, il y a deux présidents, l'autre est entrant et l'autre est sortant. Il y a un délai de 10 jours. Dans les 10 jours, pour qu'un nouveau président puisse entrer en fonction, il meurt, il décède. Qu'est-ce que dit la Constitution? Rien. Nous allons chercher à recourir à la Cour constitutionnelle pour interpréter, mais d'abord, qu'est-ce que dit la Constitution? Rien. Vous voyez déjà, non, il y a des histoires comme ça que nous devons nous mettre ensemble. Nous, Congolais, pas nos pouvoirs, pas nos oppositions, mais nous, Congolais, nous devons nous mettre autour d'une table et revisiter notre loi fondamentale à la rigueur. Carrément, s'il faut la changer, on la change. On essaie un peu d'avoir une constitution adaptable aux réalités de la RDC. Donc, c'est un peu ça. Ne voyez-vous pas que le fait d'organiser les référendums sans le Nord et le Sud Kivu, ça consacre directement la balkanisation tant décriée par la classe politique congolaise? Non, moi je pense que ça c'est... Ceux qui occupent le Nord Kivu et le Sud Kivu sont, jusqu'à preuve du contraire, le M23. Vous allez comprendre que organiser les référendums, c'est une façon de trancher l'affaire qui est à l'Est. Parce que vous allez comprendre qu'à l'Est, c'est une guerre économique. Si vous lisez l'accord Washington, vous allez voir que l'accord est en train de nous mettre encore en conflit avec notre loi fondamentale. Je peux vous donner l'article 12 de l'accord qui parle sur les histoires de fiscalité, tout ça. Vous allez voir que chez nous ici vous lisez l'article 171, on vous parle sur l'histoire des finances, tout ça. Vous allez voir que si vous lisez l'article 171 et vous lisez l'article 12 de l'accord, vous sentez carrément, nous devons déjà réfléchir comment adapter notre loi fondamentale aux réalités de l'accord. Parce que l'accord va nous amener plus d'argent, l'accord va nous amener la paix. C'est à nous de voir comment est-ce que nous pouvons nous amender pour être en harmonie avec les instruments internationaux. Pour revenir à votre question, organiser le référendum sans les Nord et les Sud Kivu, cela pousserait déjà à dire que c'est une sorte de balkanisation. Nous disons non. La balkanisation, c'est lorsque nous arrivons à changer les régimes tout en ne pas considérer que les deux provinces ne doivent pas participer dans une grande décision qui est celle de voter un président de la République dont il a comme circonscription électorale la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, il a comme électeur tous les habitants de la RDC. Avoir un président sans deux provinces, directement, là, on va cautionner cette balkanisation. Mais dans le cas d'espèce de référendum, on va organiser, même là, ils vont voter par des canons. Il y a des canons qu'on va mettre sur place. Nous avons maintenant la nouvelle technologie. À partir de leur téléphone, ils peuvent directement voter oui ou non. Vous voyez, ils peuvent voter oui ou non. Mais tout ça, le but de ceci, c'est quoi? Nous voulons réellement que Kagame lâche prise. Pour que Kagame puisse lâcher prise, nous devons déjà commencer par adapter notre constitution parce que nous sentons que Kagame est en train de réclamer certaines portions de notre terre parce que nous-mêmes, dans notre constitution, on ne sait même pas la superficie, c'est combien. Pas comment on était piégé. Dans la loi fondamentale, on ne sait pas nous dire, nous avons quelle superficie. En même temps, les voisins commencent à réclamer une portion. Vous ne sentez pas qu'on nous avait piégés. On nous avait piégés parce qu'il a dit, ça va, moi je réclame. Ça date de longtemps depuis les accords de l'Émirat. Oui, c'est ça, on ne refuse pas. Mais pourquoi est-ce que nous supposons, bon, on ne suppose même pas, nous acceptons que la Constitution a été conçue par des têtes quand même
des têtes intelligentes, des personnes puissamment intelligentes. Est-ce qu'ils l'ont fait par dessein, à tel point qu'ils ont même oublié de mettre notre superficie dans notre loi fondamentale? Alors, comment trouvez-vous la suite des événements par rapport à l'attitude qu'affichent les terroristes du M23 qui maintient mordicus d'avancer et conquérir plus de territoires? J'ai suivi même l'un de leurs communicateurs qui a dit qu'une fois organisé les référendums, c'est-à-dire ça consacre l'autonomie du Nord et du Sud Kivu, l'État fédéral du Kivu verra le jour après cette fameuse élection ou changement de la Constitution. Moi, je pense que le chef de l'État, il est en train de se déployer sur ce front-là, les fronts militaires, les fronts diplomatiques. C'est dans les soucis de récupérer nos 145 territoires. Tout ce qui passe à l'Est, moi, je qualifie ça du théâtre, parce que lorsqu'ils avaient commencé cette aventure, ils avaient déjà programmé, ils avaient donné une date butoir. Ils se disaient déjà, d'ici le 25 décembre 2025, ils seront à Kinshasa. Mais aujourd'hui, vous sentez vous-même sur le terrain qu'ils sont en désordre, ils ne savent pas s'organiser. Tout ce qu'ils peuvent monter comme stratégie en communication, nous savons comment est-ce qu'ils sont en train de travailler. Ce sont des intimidations inutiles, ils ne feront rien. Petit à petit, vous êtes en train de sentir comment elles-mêmes commencent maintenant à dégarnir leurs ans. C'est pour dire que nous sommes en train de contrôler la situation à la loupe. Faudra-t-il aller au dialogue? Parce que vous avez, dans votre argumentaire de tout à l'heure, parlé des Congolais qui doivent se parler pour lever les options en rapport avec le changement de la Constitution. Les dialogues inclusifs font appel aussi à ceux-là qui ont pris les armes, l'opposition non armée, et puis harmoniser des vues pour changer la Constitution. En quoi le dialogue peut faire taire les armes ou les cris de bottes à l'Est? En quoi? Mais mon frère, nous sommes pour le dialogue comme mode de gestion. D'ailleurs, le président de la République, il a eu à consulter les opposants et ils ont à dialoguer. Ça, c'est un faux débat. Ça, c'est un débat qui tire son origine au Rwanda. Ça, ce sont les officines du Rwanda qui travaillent cette histoire de dialogue. Nous nous posons seulement la question, nous avons affaire à M23. Nous allons réunir les évêques, nous allons réunir les Katumbi, les autres ici à Kinshasa, et nous allons résoudre quoi comme problème sur le plan sécuritaire à l'Est. Ça, c'est un faux débat et nous qualifions ça de la distraction pure et simple. Merci beaucoup, M. Dominique Kadisha, d'avoir répondu à notre invitation en dépit de vos multiples occupations. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'était vraiment un plaisir pour moi de parler République. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est même par ici que nous mettons un terme à ces magazines Discours au peuple. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Merci à vous et bon suite des programmes sur nos antennes.